Bien, donc ce qu'on va voir ici, c'est le problème de la coupure capacitive quand on fait une mesure de transport avec des câbles, en particulier des câbles coaxiaux qui sont relativement longs. Donc de façon générale, la mesure se fait de la façon suivante, donc c'est la mesure la plus simple qu'on puisse faire. Donc on a une grosse résistance ici, donc on va appeler la résistance de polarisation RP. On a ici dans la suite ici un fil, ok, qui vient ici polariser, suivre notre résistance de polarisation. Ici, on a un fil qui nous amène à une source de tension qui peut être alors, en général alternative, mais qui peut être continue, ça on s'en fiche. Donc on va mettre ici une source de tension qui nous envoie un courant V qui est ramené à la masse ici. D'accord. Ensuite, on va connecter tout ça à notre échantillon. Voilà. Donc là, on a notre échantillon. Donc il va être à nouveau carré, un échantillon. On va le faire un peu comme ça, tiens, ça nous changera. L'échantillon, il est un peu rond ce coup-ci. Voilà. Donc on va l'appeler sample et il a une résistance RS. Et c'est celle-là qu'on veut mesurer. On va supposer que c'est la plus bête, qu'elle a toutes des propriétés sympathiques, qu'elle est linéaire, qu'elle est tout ce qu'on veut. Voilà, donc c'est simplement ce problème qu'on va avoir. Donc là maintenant, je vais simplement boucler mon circuit, hein, d'accord. Et je fais ça. Donc il y a à nouveau un fil qui va là. Et un autre fil qui remonte. Puis je boucle mon circuit à la masse en haut. En général, ça se présente comme ça. Alors, comme on est un peu plus malin, on va faire en général des mesures 4 fils. Des mesures 4 fils, ça veut dire simplement que je vais rajouter 2 fils ici. Et ça va me permettre de mesurer la résistance de mon échantillon, bon ça vous le savez, en faisant abstraction de la résistance de mes fils. Alors ici, j'ai pas de logiciel pour faire un triangle. Donc je fais un triangle avec quatre lignes droites, donc ça va se monter un peu dessus. Les fils, non, même pas tellement, ça va. Voilà, donc là j'ai ici, alors je rentre ici par le plus et le moins. Et là j'ai aussi une impédance d'entrée qui est très grande. Alors dans les EPC1 c'est de l'ordre du gigome. Et puis dans d'autres amplis, c'est plutôt de l'ordre du mégome. Alors ça dépend un petit peu de la. Alors en général, l'impédance d'entrée, c'est dû à la remise à la masse du FET. Parce que vous savez qu'en général, l'entrée c'est fait comme ça. Vous avez ici un FET, puis vous attaquez ici la grille du FET. Enfin, vous rentrez sur la grille du FET. Et en général, ce qui est fait, c'est que vous avez ici une résistance qui remet à la masse votre FET pour que quand quand vous débranchez l'appareil, le FET passe pas en saturation. Et en général, cette capacité-là, elle fait typiquement de l'ordre de 100 mégomes. Et c'est elle qui va vous donner la résistance à l'entrée de votre ampli et qui vous donne aussi le bruit en courant. Donc si vous regardez le bruit en courant de votre ampli est donné par le 100 mégomes. Alors en fait, les EPC1B, ils sont faits d'une façon un petit peu particulière puisque vous n'avez pas cette résistance vers l'entrée de 100 mégomes. Ce qui fait que dès que vous le débranchez, en fait, tout ça, ça part en saturation. Et c'est pour ça que la lumière s'allume en saturation, etc. Mais en fait, c'est pas grave du tout. Ça faut laisser partir en saturation, simplement qui part à plus 15, moins 15. Enfin, l'ampli hop. Et puis dès que vous allez brancher, vous allez lui redonner une référence de potentiel, il va revenir à une valeur normale. Hein. Et ça, c'est pas grave du tout qu'il parte en saturation. On peut le laisser partir en saturation, c'est pas un souci. C'est juste qu'il a plus de référence de potentiel, donc il va se mettre à plus 15 et puis il va rien se passer du tout. Donc voilà, les autres amplis ont une référence de potentiel donnée par cette grosse résistance qui va à la masse. Donc ça, c'est la façon dont marche l'entrée d'un ampli de tension, et ça marche comme ça. Alors, donc ça c'était une petite digression, et donc là comme sur le SPC1 vous attaquez directement le FET, vous avez ici en gros la résistance d'entrée qui est la résistance de la grille du MOSFET, et ça fait typiquement à peu près du gigome, hein. Et le bruit que vous voyez en fait c'est le bruit de choc-noise de la grille du MOSFET.
Voilà, alors en fait, ce qui va nous intéresser ici, c'est que ça sera un circuit idéal. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça qu'on mesure parce qu'on a un petit souci qui est que vous avez ici vers la masse des capacités. Alors, vous en avez toujours des capacités. Alors, elles sont plus ou moins importantes. Alors, intuitivement, ce qu'on comprend bien, c'est que plus le fil va être long, d'abord, la capacité, elle se mesure au mètre, hein. C'est un peu comme le poisson qui se vend au kilo, là, ça se mesure au mètre. Donc, plus on a des fils longs, plus on va avoir des capacités, vu que c'est linéaire, que c'est proportionnel à la longueur, d'accord. Or, quand on mesure en cryogénie, on a vite fait de 3 mètres de fil, hein, pour un cryostat. Donc, déjà, quand on a des capacités, ici, ça va devenir très vite important. La deuxième chose qu'intuitivement vous voyez, c'est qu'en fait, on a un R, on a un C, donc en gros, on va avoir quelque chose qui va être proportionnel à RC, donc plus on a des résistances grosses en bas, plus le RC va être important. Donc ça, c'est la première chose qui est importante. Alors, une chose que j'ai pas dit au début quand même, c'est ce que vaut RP, ce que vaut RS. Donc essentiellement une résistance de polarisation. Donc ça, vous savez, il faut que RP soit très grande devant RS. Donc la résistance de polarisation qu'on peut prendre, c'est typiquement, alors ce qui existe sur le marché, c'est typiquement de 10 à 100 mégomes. Je vais le remettre pour que ça soit à peu près bien. Donc ça fait à peu près de 10 à 100 mégomes. Alors, vous trouvez sur le marché des résistances. Alors, c'est des résistances métalliques, hein, qui sont faites comme ça. La question qu'on peut se poser, c'est la stabilité de ces choses-là. Alors, en gros, en général, les 10 mégomes sont meilleurs que les 100 mégomes. Alors la précision absolue, on s'en fout un peu parce qu'elle va donner la valeur absolue du courant, ce qui n'est pas forcément ce qu'on recherche en valeur absolue, hein. Par contre, ce qui est important, c'est la stabilité en température. Alors ça, ces résistances, on peut en trouver sur le marché qui varient jusqu'à de l'ordre du ppm par degré. Il faut savoir qu'une résistance standard, c'est plutôt 5 ppm par degré. Là, on arrive à des résistances, on dit 10 mégomes, qui vont varier dans le ppm par degré. Euh, Ce qui est bien, surtout dans une salle climatisée comme on peut avoir. Donc là, on a des résistances stables. Alors, il faut savoir qu'en métrologie, ils ont des résistances de ce type, mais avec une salle thermalisée à 0,5 degrés. Donc là, on arrive à avoir des stabilités qui sont énormes. D'où l'intérêt de faire des boîtes thermalisées comme je vous en ai parlé, dont je vous ai parlé. Voilà, donc ça, c'est des résistances qui doivent de toute façon rester beaucoup plus grandes que RS, parce que sinon, on va avoir des déviations. Donc ça, c'est un peu ce qu'on va calculer aussi. Voilà. Donc, il faut retenir un peu ces chiffres, hein, 10. Alors, dans les manips d'Olivier, en fait, on n'a pas... cette partie-là n'y est pas, parce qu'il a directement une source de courant. En fait, dans la source de courant, c'est ça qu'il y a. Dans la source de courant, il a ça, et il a en fait un diviseur de tension pour être là, d'accord. Il a un diviseur de tension, et derrière, il a une source de 100 mégots, mais lui, il pique directement à la sortie. Mais dedans, il y a ça. Alors, l'intérêt d'avoir une grosse résistance ici, quand même, c'est que il faut savoir que le bruit de la sortie sur une source de tension ou sur un lock-in, hein, c'est pareil, si vous servez du lock-in comme source de tension, le bruit en valeur absolue est à peu près constant. D'accord. Donc, si vous voulez un rapport signal sur bruit correct, vous avez intérêt à travailler sur les gammes de tension les plus élevées. Et si vous travaillez sur les gammes de tension les plus élevées, ça veut dire que vous avez intérêt à avoir ici une résistance la plus élevée possible si vous voulez avoir un petit courant ici. Okay. Donc si vous voulez avoir le meilleur rapport signal sur bruit, en gros à cet endroit-là, vous avez intérêt à travailler avec la source de la gamme de tension la plus élevée possible et à diviser derrière avec une très grosse résistance pour avoir un petit courant ici. C'est comme ça que vous aurez le meilleur rapport signal sur bruit à la sortie ici au niveau du courant. Voilà. Bon, ça c'était une petite digression sur comment choisir cette résistance-là. La meilleure chose, c'est la thermostater. Si vous avez un moyen de la mettre dans l'azote ou dans l'hélium, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Bon, je n'ai pas parti de parler du bruit en courant ici de cette résistance, parce qu'en général, c'est assez négligeable. Ça. Voilà. Donc, nous, ce qu'on veut ici, c'est mesurer ce machin. D'accord. Donc, évidemment, l'idée simple, c'est de dire, j'envoie un courant I ici, et puis je mesure ici, je vais mesurer U égale RI. Donc, j'envoie ici un courant I. Et puis je mesure ici VS et je dis que RS
c'est Vs divisé par I. Bon, alors ça c'est assez évident, hein. La question c'est est-ce que c'est vrai? Alors, si on regarde le schéma, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait vrai, parce que les kappas qu'on va avoir ici, elles vont faire une coupure capacitive partout. Alors c'est ça qu'on va calculer, et en fait, l'idée c'est de calculer le schéma équivalent de ce bazar. Alors le schéma équivalent, je m'aperçois que j'ai fait des mises à la masse, ce ne sont pas des kappas, donc je fais quand même les mises à la masse correctes, sinon ça va pas aller. Là c'est des kappas, et ça c'est des kappas, donc je vais quand même remettre des mises à la masse correctes. Ça y est, dès que je m'oublie un peu, ça fait tout pourri. Voilà. Donc je m'aperçois que dès que je mets des kappas, en fait la résistance équivalente ne va pas tout à fait être RS. Parce que j'ai mes kappas qui vont là me couper du signal. Donc en gros, si vous voulez, alors si on veut le voir trivialement avec les mains, j'ai du courant qui passe ici, mais j'ai une partie du courant qui va passer ici. D'accord? Et puis une partie du courant qui va passer ici. D'accord? Donc ça me pose un certain problème. Bon, donc on va calculer la résistance équivalente de ce machin. Alors ce qu'on va faire déjà, alors ce qu'on voit quand même, c'est que ce qui va nous sauver, vous savez que les kappas en parallèle, elles s'ajoutent, d'accord? Ça c'est la règle des kappas en parallèle qui s'ajoutent. Ce qui nous sauve, c'est que celles-là vont pas compter. Celles-là vont pas compter parce qu'elles sont sur une basse impédance, elles sont remises à la masse. Donc de toute façon, ce courant-là, il va vers la masse et il voit pas la kappa. D'accord. Donc de ce côté-là, les kappas sont court-circuités par ce machin qui revient à la masse. Donc on s'en occupe pas de celle-là. Ce qui vont compter, c'est celles-là, parce que celles-là, elles sont sur une haute impédance. Ok. Donc elles vont compter et elles vont couper vers la masse. Alors, sauf, effectivement, si je suis à fréquence très très basse, elles ne coupent pas vers la masse, c'est bon. Mais dès qu'on va passer une fréquence qu'on va calculer, elles vont couper vers la masse. Il y a du courant qui va passer par là, il y a du courant qui va passer par là. Donc c'est ça qu'on va calculer. Alors, on va d'abord faire le circuit équivalent de cette chose. Et puis, alors comme il y a quand même quelque chose de simple, hein, c'est que vous savez que ces deux kappas là, elles sont en parallèle. Donc la kappa équivalente, c'est 2 fois cette kappa C. Donc je vais faire le calcul que pour une seule capacité. Ok. Donc si je regarde bien mon schéma, en fait ce qui se passe, c'est que je vais le remettre un petit peu à plat. J'ai ici ma résistance, donc que j'avais faite avec un tube rond, comme ça. Donc j'ai ma résistance qui est comme ça. Et puis je remets à la masse ici. Ok. Et puis ici, j'ai une kappa qui va vers la masse. Et en fait, je cherche le Z équivalent à ce truc-là, sachant que j'ai RS ici, j'ai C, et je cherche le truc équivalent à ce machin. Alors, si je le redessine un peu, hein, tout est toujours question de redessiner en électronique. En fait, ce qu'on voit, c'est que ce truc-là, c'est simplement équivalent à ça. Ma résistance RS. Ma résistance RS qui a pris un coup dans l'aile, là. Et puis, ce qui vient en parallèle ici, c'est simplement ma capacité C. Alors, si vous en convainc, il n'y a rien de plus simple. C'est que vous voyez qu'en fait... Alors là, je polarise, hein, évidemment, je polarise en courant ici.
D'accord. Alors, si vous en convainc, il n'y a rien de plus simple. Vous voyez simplement que ce point est à la masse. D'accord. Ce point est à la masse. Donc, en fait, ce point est équivalent à celui-là. Donc, vous pouvez simplement tirer un fil de là à là. OK. Donc, j'ai toujours ma capacité là. Et mon RS qui est là. Sachant que moi, ce que je vais mesurer ici, c'est ici VS. D'accord. Et que ici, mon truc, c'est pas RS, c'est un Z équivalent. Donc ma formule, c'est pas RS égale VS sur I, mais c'est maintenant, donc ça me donnait simplement, RS, si vous voulez, donc ça c'était bon. Et maintenant, j'ai Z équivalent qui est égal à VS sur I. Donc en fait, à partir de là, c'est pas forcément évident de tirer RS. Donc on va voir essentiellement comment on peut tirer RS de ça. Donc ça, c'est pas très compliqué. Okay. Donc il suffit de se rappeler comment marchent les kappas en série et les kappas en parallèle. Donc on va faire ce petit dessin là. Donc je vous rappelle qu'en impédance complète ZR, simplement R, et ZC, c'est 1 sur JC oméga. Donc c'est moins J sur C oméga si vous préférez. Et je vous rappelle que Z équivalent quand vous êtes en parallèle, c'est simplement 1 sur c'est Z1, Z2 sur Z1 plus Z2. Okay. C'est simple qui s'ajoute. C'est 1 sur Z équivalent. C'est égal à 1 sur Z1 plus 1 sur Z2. Ben ça, il suffit de le calculer. Hein. Donc ça me fait simplement, ça me fait Z1, Z2, ça me fait R sur J, c'est oméga, sur R plus 1 sur J, c'est oméga. Ok. Donc vous voyez que les J oméga vont se simplifier assez facilement et vous avez que Z équivalent est égal à R sur J RC oméga plus 1. Voilà. Alors en général, c'est plus sympathique de l'inscrire sur partie réelle et partie imaginaire. Donc vous savez comment on fait ça, on multiplie par le dénominateur par A moins B, et vous obtenez simplement R, facteur de 1 moins R JC oméga sur 1 plus RC oméga carré. D'accord. Voilà ce que vous obtenez pour le Z équivalent. Pas bon, toutes les couleurs. On verse, ça sera peut-être mieux. Voilà, on verse, c'est joli. Alors de ça, on peut tirer immédiatement ce qui nous intéresse, c'est-à-dire, alors bon, je vous rappelle que le module de Z, c'est le module de la racine carrée d'une partie imaginaire au carré plus sa partie réelle au carré. Donc ça vous fait module de Z équivalent est égal à R sur 1 plus RC oméga
au carré. Donc ça, c'est simplement le dénominateur. Je vais l'écrire un peu mieux. Qu'on vient de me dire que j'écris mal. Quoique. RC oméga au carré. D'accord, donc ça, c'est simplement le dénominateur. Fois 1 plus RC oméga au carré puissance 1 demi. Donc je rappelle que ça, c'est simplement ce terme. Et ça me donne ce terme. Et puis, de façon évidente, tangente phi, tangente de l'angle. C'est la partie imaginaire sur la partie réelle, ce qui nous donne immédiatement J, C, pardon, il n'y a pas de J dans ce cas-là. R, C, oméga pour la partie tangente, puisque vous voyez que la partie réelle est égale à 1. Voilà, donc c'est ce qui nous intéresse. Donc, vous voyez que pour la partie pour la partie de l'amplitude, on a quelque chose qui se simplifie. Alors ici, on vérifie bien que c'est sans dimension quand même, puisqu'une tangente est sans dimension. Puis ici, on a bien quelque chose qui est homogène à une résistance, puisque RC oméga, c'est sans dimension. Et on arrive au résultat suivant, que Z équivalent est égal à R sur 1 plus R C oméga au carré avec une racine carrée, et que la tangente de l'angle est égale à R C oméga. Et vous voyez que ça, on peut l'écrire sous la forme de R sur 1 plus tangente carré phi avec une jolie racine carrée. Voilà, c'est ça à ça que je voulais vous amener. Alors, plusieurs commentaires. Quand vous avez ceci, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire la chose suivante, que d'abord, quand vous faites une mesure et que vous avez la phase qui commence à tourner sur votre lock-in, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, le RC oméga devient non négligeable. D'accord. Donc, vous avez ici un RC oméga qui devient non négligeable. Alors, ça veut dire que votre phase commence à tourner, mais il ne faut pas oublier que vous avez ici la phase qui intervient aussi dans la coupure capacitive. Ça veut dire que vous êtes en train de mesurer quelque chose qui commence à s'éloigner de la vraie valeur de la résistance. Et si vous mettez votre phase de force à 0, vous cachez le problème, parce que vous allez voir tangente phi égale 0, vous allez mettre tangente phi égale 0. Mais il n'empêche que intrinsèquement, votre phase reste non égale à 0, et que donc la valeur que vous trouvez pour la résistance, vous vous trompez d'un certain facteur qui peut être non négligeable, puisque vous avez tangente carré de phi qui est égal à 0. Okay, donc ça, c'est important. Alors, surtout quand vous êtes en train de faire des manips, moi, ce que je vous conseille toujours, c'est de, avant de maniper, vous reloquez votre phase à 0. C'est-à-dire que vous prenez votre lock-in, vous mettez la source de tension bouclée sur elle-même, d'accord, pour vérifier que votre lock-in est bien en phase avec lui-même. On ne sait jamais, quelqu'un peut l'avoir touché avant, avoir tourné la phase, je ne sais pas quoi. Donc vous mettez la sortie de tension de votre lock-in sur lui-même, d'accord, et vous dites que là, c'est ma phase 0. Comme ça, vous avez une référence de phase. Là, vous faites un autophase pour le mettre à 0. Ensuite, vous le branchez sur votre système, l'échantillon, les amplis, etc. Et là, le lock-in va vous donner une phase. Et surtout, vous n'y touchez plus à cette phase. Vous devez travailler avec cette phase-là qui est la plus petite possible, ou si elle n'est pas petite, au moins vous la connaissez. Ce qui vous permet éventuellement de corriger ce que vous voyez. Ok, par un facteur qui vaut toujours de carré. C'est pas idéal, mais au moins, vous savez ce que vous faites comme erreur. D'accord? Alors, on peut mettre un certain ordre de grandeur là-dessus. Par exemple, on peut essayer. Mettons par exemple, on va dire que phi égale 10 degrés. D'accord? Donc 10 degrés. Ça vous fait tangente phi égale à 0,57. Donc c'est pas énorme. Et ça vous fait Z équivalent est égal à R
fois 1 sur 1 plus 0,57 au carré fois la racine carrée. Et ça vous fait une erreur. Alors, je vais essayer de faire ça sans me tromper. Donc moi, je trouve que ça vous fait une erreur de 0,87%. Alors, c'est pas énorme, une erreur de 0,87%, mais enfin, vous vous approchez quand même du pourcent. D'accord? Donc, c'est pas non plus complètement négligeable. Alors, on peut faire le calcul inverse, c'est-à-dire de savoir à quoi correspond un déphasage de 1%. Donc, je vais faire le calcul vite fait. Et pour 1 degré, je trouve un angle phi qui vaut, allez, 8 degrés. Pour 1%, je trouve un angle phi de 8 degrés. Donc ça, c'est typiquement une valeur qu'on peut retenir, d'accord. Pour un angle de 8 degrés, on trouve une erreur de 1% pour l'amplitude de la phase. Voilà. Si on a un angle de 8 degrés sur la mesure, on se trompe de 1% sur l'amplitude de la phase. Alors on peut se fixer un angle extrême. Mettons pour phi égale 20 degrés. Pour phi égale 20 degrés. Pour phi égale 20 degrés, pardon. On trouve que Z équivalent est égal et de l'ordre d'à peu près 0,79%. 0,79%, donc on va dire à peu près allez, 80% du signal. Voilà. Donc c'est peut-être deux chiffres qu'il faut avoir en tête, hein, si vous voulez. À 8 degrés, 8-10 degrés, on a coupé typiquement 1%. Et puis par contre, quand on est à 20%, on a coupé 20%. Donc ça va très très vite. Donc vous pouvez le tracer, ça, la courbe. Hein, c'est toutes les calculettes qui est le bon goût. On peut tracer cette courbe, c'est 1 sur racine oméga. Voilà, donc il faut faire attention, cet angle il est plein d'indications. Et en particulier, il faut faire attention que quand on va changer de fréquence, au début, ça va se passer bien, jusqu'à 8 degrés, on coupe de 1%, donc ça va bien. Par contre, les 10 degrés suivants, on va se retrouver à 80%. Alors si on continue, ça va aller très 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 vite. Ok. Alors inversement, ça peut nous permettre de calculer les fréquences de coupure maximale. Alors les fréquences de coupure, elles sont définies comme ça. Elles sont définies par RC oméga égale 1. Donc si vous reprenez les formules qu'on a vues, ça veut dire que Z équivalent est égal à 1 à R sur racine de 2. D'accord? Parce que là, on est dans un cas où tangente phi égale 1. Donc tangente phi égale 1, ça vous fait l'équivalent de 45 degrés. En fait, elles sont calculées pour 45 degrés. Donc vous voyez que c'est énorme. Hein. Donc c'est une définition arbitraire, il fallait bien en prendre une, mais en fait c'est une définition qui est extrêmement violente. Donc on est loin de cette limite-là. Alors faites attention aussi, je vous rappelle que la tangente c'est une fonction non linéaire, donc il ne s'agit pas simplement de prendre, de diviser par 10 pour avoir la valeur à 4 degrés d'angle. Donc si on prend un échantillon qui va faire alors typiquement, je prends les vanilles de Louane et puis je pense que celle de Boris, ça sera à peu près les mêmes. Si vous prenez un échantillon qui fait 10 kg, donc ça c'est tu vois, les thermomètres, par exemple, qu'on a mesuré avec Victor, ils font typiquement 10 kg. Si vous prenez, alors 10 nanofarad, alors ça c'est très vite fait, 10 nanofarad. Hein. Donc c'est un angle, c'est une mesure qui est vraiment optimiste. Vous obtenez un RC, plutôt un RC qui est égal à 10 puissance 4 fois 10 puissance moins 8. Dino vous avez ça. C'est égal à 10 puissance moins 4. D'accord. Et donc vous arrivez à oméga qui est égal à 10 kHz. Pour la coupure, à racine de 2. À racine de 2. D'accord. Donc vous voyez que si on a 10 kHz pour la coupure à racine de 2, alors en fait si vous prenez
Alors, ce qu'on peut regarder, c'est que si vous prenez une coupure en fait à tangente phi sur 10, vous êtes à 4 degrés, donc vous allez retrouver les choses raisonnables si vous voulez. Donc, ça veut dire que typiquement, en réalité, ce que vous pouvez prendre, on peut prendre F de l'ordre de 1 kHz. Voilà, donc ce que ça veut dire quand vous avez ces valeurs-là, ça veut dire que vous pouvez tranquillement travailler à 1 kHz. À 1 kHz, vous n'aurez pas de coupure capacitive. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc voilà, donc ça fait partie des contraintes qu'il faut prendre en compte quand vous avez monté votre frigo, parce qu'on avait dit la dernière fois dans le problème du filtrage que quand on veut filtrer, malheureusement, la nature nous indique d'avoir soit de la capacité, soit de la résistance, ce qui est malheureusement vrai, enfin, c'est comme ça en tout cas. Mais ce que vous voyez ici, c'est que si vous voulez aussi pouvoir mesurer correctement, eh bien, il faut tenir compte aussi du DC kappa qu'on met en série avec nos échantillons, enfin en parallèle avec nos échantillons. Et pour ça, il faut calculer la coupure capacitive que ça entraîne. Sachant que là, on a mis plutôt... Alors, les valeurs de résistance des échantillons 10 kΩ, c'est à peu près correct. Par contre, 10 nanofarads, c'est une valeur plutôt optimiste. Donc, surtout, la consigne, c'est que quand vous voyez une phase apparaître sur votre manip, eh bien, vous ne la ramenez pas à zéro comme des barbares. Voilà, je vous remercie.